Avant d'ouvrir le chapitre préparation à tendance du périple, Marie, tu nous as parlé du Kosovo et tu as en tête que les gens n'ont pas envie d'aller au Kosovo. Alors est-ce que tu peux nous donner envie d'aller au Kosovo ? Ouais, le Kosovo, il y en a d'autres, hein, des pays comme ça, mais c'est un peu le stéréotype du pays dans lequel les gens penseraient pas forcément à aller passer des vacances. Je pense que tous ici, la dernière fois qu'on a entendu parler du Kosovo, c'était des vidéos de bombardements, de casques bleus, c'était la guerre, quoi. Aujourd'hui, elle est finie, cette guerre. Et le Kosovo, pour nous, c'était une très belle surprise parce que les gens étaient incroyablement chaleureux. Tout le monde nous disait bonjour, tout le monde nous saluait, nous invitait pour un café. Beaucoup de gens parlaient français, anglais aussi, ce qui nous a changé de toute la région des Balkans pour le coup, parce que en fait, pendant la guerre, beaucoup de gens sont partis dans d'autres pays d'Europe pour la fuir, pour travailler, et sont revenus avec un bagage linguistique qui a été un vrai atout pour nous. Il y a de très beaux sites naturels. Après, c'est pas tout blanc non plus, c'est un pays qui est en train de se reconstruire, qui a peu de moyens. Et donc pour le coup, par exemple des gravats de construction, on en trouve un petit peu partout. La gestion des déchets, elle est quand même catastrophique. Donc ça gâche un tout petit peu le plaisir, mais à côté de ça, voilà, c'est de très beaux endroits et des gens charmants. J'ai une question qui me vient. On adore la nourriture chez les Pandarous. Où est-ce qu'on mange bien en Europe ? Alors, où est-ce qu'on a le mieux mangé ? Je pense que la palme revient dans la finesse à l'Italie, où on mange quand même vraiment très bien. Sans conteste. Ensuite, on a très bien mangé quand même en Turquie. Surtout en se rapprochant de la capitale, où là, il y a une telle diversité culinaire vraiment sympa. Et puis, ils ont un vrai savoir-vivre avec la bouffe aussi, c'est quelque chose qui a de l'importance. On était moins bien placés en France pour juger de tout ça parce que bon, c'est chez nous et qu'on a vu ça avec un autre gars. A contrario, on a aussi mal mangé dans certains endroits. Je pense qu'il faut parler de l'Espagne. Où on mange vraiment pas terrible en Espagne. Ah ouais. Bon, il y a quelques plats très chouettes. Mais grosso modo, c'est ça. On se rend pas forcément compte quand on est dans les grandes villes. Mais dès qu'on sort un petit peu et qu'on voit ce qu'on propose dans les petits restaurants, dans les villages, même les petites villes, c'est là qu'on se rend compte un peu de ce que mangent les gens vraiment. Et c'était assez pauvre en Espagne. Au Portugal, c'était délicieux, avec pas mal de variétés. Et puis dans les Balkans, tous les pays de l'ex-Yougoslavie, on a beaucoup mangé la même chose. Ces gens adorent dire qu'ils sont très différents les uns des autres, mais ils sont aussi très similaires. En tout cas, ils ont beaucoup de points sur lesquels culturellement ils s'accordent vraiment très bien. La bouffe en fait partie, et là c'est avec très peu de diversité. On est presque sur un sujet gastronomico-politique, là, je sens. Comment est-ce que... alors, déjà, quel est votre parcours à tous les deux ? Comment vous vous êtes rencontrés et comment vous vous êtes préparés à ce périple ? Alors, on a des parcours assez différents. Jusqu'à il y a 3 ans, moi, je travaillais dans les ressources humaines, dans une grosse boîte. Donc, si je voyageais pas mal, je passais quand même la majeure partie de mon temps derrière un bureau, dans une grande tour de la Défense. Donc là-dessus on diffère parce que Neil a un parcours très différent. Moi j'étais photographe en mode, un chemin assez normal finalement pour finir randonneur sur les sentiers d'Europe. Non, blague à part, je pense que ça a participé de mon ras-le-bol de la vie en ville et de tout ça. J'ai des idées très humaines et sympas pour le monde. En tout cas, j'ai la claire conviction qu'on peut arriver à des choses vraiment plus cool si on nous met un tout petit peu plus d'une autre. Il se trouve qu'en travaillant dans la mode, j'avais pas l'impression d'aller dans ce sens-là, et que ça a un peu motivé aussi le pétage de plomb qui a été l'étincelle pour commencer à monter ce projet, quoi. Une action résolue fait que le changement des conditions amène la percée. Donc c'est toi qui as engrainé Marie ? Un peu, mais quand même, elle avait un petit peu le même truc en tête. Elle avait envie de vivre des choses fortes et surtout qui s'éloignent
de la réalité de la vie urbaine et de cette vie qui ressemble en rien à la vie que des humains sont censés mener. Et pour le coup, si on avait des parcours assez différents, il y a des points sur lesquels on se retrouvait très fortement. On est très sportifs tous les deux, on s'est rencontrés dans une salle d'escalade à l'origine, il y a quelques années maintenant. Et voilà, on aime passer notre temps libre en nature, à faire du sport, quoi, globalement, et à découvrir des endroits magnifiques. Donc un soir, Neil rentre et dit « Bon, j'ai une idée, on va aller marcher 10 000 bornes dans 17 pays d'Europe. Ouais. Fais ton sac et on y va. » Quand on a commencé à se fréquenter, Marie elle venait de quitter son boulot, elle avait un projet de voyage en Amérique du Sud qui l'amenait à backpacker sur tout le continent sud-américain, à faire pas mal de randonnées aussi. Et moi je restais là 4 mois à la maison à l'attendre. Voilà. Et puis moi je sortais d'une période pas très facile et puis je gambergeais sur un itinéraire européen, sur quelque chose de comme ça depuis quelques temps, et puis finalement voilà, je pense que c'est la bonne personne au bon moment et on est venus tous les deux à monter ce projet petit à petit et on a surtout décidé de faire plus que des vacances, de faire vraiment un projet qui amène tout ça un petit peu plus loin, quoi. Une préparation physique particulière? Une dépréparation physique extrême. C'est-à-dire qu'on était un peu des machines de guerre physiquement, on était pas mauvais, on allait faire du sport 3-4 fois par semaine et en bonne condition. Préparer ce projet, ça nous a demandé tellement de temps et d'énergie, tellement de temps, j'insiste là-dessus, quoi, que finalement on a passé énormément de temps derrière un bureau avant de partir, histoire de boucler tout ça, qu'on pensait toujours avoir un petit peu plus de temps et que l'échéance du départ se rapprochait, qu'on avait cette idée qu'il fallait traverser les Alpes avant l'hiver et qu'on ne pouvait pas non plus repousser ad vitam aeternam, quoi. Et du coup, voilà, on s'est vraiment dépréparé et ça a participé de cette idée de montrer que c'est très accessible en fait. Voilà. Mais donc vous êtes, je ne sais pas si c'était ironique ou pas, vous vous êtes vraiment beaucoup préparé? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on a rarement été aussi peu en forme qu'au moment où on est parti, ce qui est complètement pas naturel, mais il y avait des natures déjà quand même sportives. Oui, voilà, je pense qu'on avait une bonne base, ouais. mais on a fait sauter la plupart de nos séances de sport hebdomadaires pour se consacrer à contacter des partenaires, bâtir notre site internet, comprendre ce qu'on avait envie de faire, tester du matériel. Et du coup, on a presque arrêté le sport 9 mois avant de partir. Quoi. Quasiment complètement. Ouais. Qu'est-ce que vous avez mis dans vos sacs avant de partir? Le minimum du minimum du minimum. Ouais. Dans nos sacs, il y a vraiment 3 fois rien. C'est-à-dire qu'on vit sur 2 paires de chaussettes, sauf en hiver, au cas où il y en a une qui est mouillée, on en a une 3e. 2 slips ridiculement petits parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus. 2 t-shirts qui ont souvent des fonctions différentes, une laine polaire ou un pull en fonction des moments, une doudoune, voilà, tout est en mono exemplaire. Tout est calibré, pesé, chaque gramme compte. Il faut le porter. Il faut le porter et sur la durée. Et du coup, sinon dans nos sacs, il y a le matériel typique rando, camping. C'est pas tout à fait typique non plus quand même. Mais en version quand même ultra light, à la pointe de l'ultra léger de ce qui se fait aujourd'hui en matos. Ce qui a été capital, si on n'avait pas profité de tout ce matériel, cet équipement de rando, camping qui est vraiment très 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 particulier, c'est pas des choses qu'on peut acheter ici pour la plupart, ça aurait été vraiment difficile parce que ça aurait représenté beaucoup plus de poids. Il se trouve qu'on a opté pour tout cet ultra light et que ça nous a aidé à porter aussi tout le reste qui est constitué d'à peu près 13 kg d'électronique, enfin entre 11 et 13 kg d'électronique. 2 ordinateurs portables, pourtant au dernier cri de la technologie, des boîtiers minuscules en regard de ce qu'ils peuvent faire, pas de stabilisateur, pas de ci, pas de ça, tous les câbles étaient pesés, on a des câbles qui sont grands comme ça, enfin tout était vraiment étudié. Et pourtant ça a représenté beaucoup de poids, mais à la question est-ce que vous aviez un bouquin ou une brosse à cheveux ou quelque chose de... Non, tout ça c'est du superflu. C'est du pur luxe.
Alors, avant de revenir à comment est-ce qu'on revient à une vie de confort, on va voir comment c'était dans l'inconfort, hein. Comment est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on se loge, comment est-ce qu'en gardant de la pudeur, on entretient son hygiène, comment ça se passe 2 ans de voyage comme ça où on ne sait pas où on va dormir le lendemain, en plus. C'est ça, on ne sait pas où on va dormir le soir même, en général. Ça fait partie de cet inconnu et de cette